Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment mais je suis contente de vous retrouver. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la série qui a fait fureur ces dernières semaines, The Haunting of Hill House. Alors je sais pas si vous avez vu la série, en tout cas pour regarder cette vidéo ça va vraiment être nécessaire parce que je vais spoiler à mort. Je vais vraiment être obligée d'entrer dans les détails, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc si vous n'avez pas vu la série, honnêtement, mettez cette vidéo de côté parce que c'est trop dommage de la regarder et d'avoir les spoilers. The Haunting of Hill House, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est sortie il y a quelques mois sur Netflix et qui a fait un carton incroyable. Les scénographies sont très belles, c'est vraiment très beau, on est vraiment emporté par le drama de la famille et puis surtout il y a tous ces phénomènes paranormaux. Et moi, dans ma position de chasseuse de fantômes, eh bien j'avais envie d'aborder ces phénomènes puisque vous savez quoi, eh bien ils m'ont mis sur le cul. C'est-à-dire que la vision de Mike Flanagan m'a vraiment perturbée, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je crois que c'est l'une des rares fois où un réalisateur frappe vraiment juste en fait sur beaucoup de phénomènes. Alors je vais pas dire à 100%, on va y revenir en détail, mais en tout cas sur beaucoup de phénomènes il frappe vraiment juste et c'était très impressionnant pour moi. Et même parfois il a réussi à me questionner sur certains phénomènes en me disant waouh, ah ouais, peut-être. Donc ouais, ça fait peur, c'est triste, c'est un drama familial auquel je pense beaucoup de personnes peuvent se rattacher. Ça prend aux tripes, ça fait sursauter, ça fait pleurer, ça fait rire, mais surtout ça fait réfléchir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre épisode par épisode, ça va être beaucoup plus simple dans ce sens-là et surtout d'un point de vue intelligible, en tout cas dans la chronologie, pour comprendre comment les phénomènes évoluent. Et du coup je vais reprendre chaque phénomène et on va voir ensemble s'il pourrait être possible ou pas dans la vraie vie. Épisode 1, ça commence très fort, ça commence sur une scène déjà assez forte. Donc c'est Steven qui va voir sa petite sœur qui pleure dans sa chambre, Nell, et qui lui demande pourquoi elle pleure, et là elle dit qu'elle a vu la fille au cou tordu. Alors désolée parce que moi je le vois en VO donc je pense que ça doit être la femme au cou tordu. Et sur ce passage en particulier donc on comprend que Nell est face à un phénomène qu'apparemment elle est seule à voir puisqu'elle partage sa chambre avec son jumeau Luke et Luke ne voit pas la femme au cou tordu. Est-ce que ce phénomène est possible? Eh bien oui, c'est absolument possible. Ce qui est fou et ce qu'on pourrait se dire, c'est comment il est possible que certaines personnes voient certains fantômes et d'autres pas. Comment est-il possible aussi que une famille habite dans un même endroit et ne vive pas les mêmes choses? Et bien ce qui est complètement fou, dans ce qu'a vécu la famille Crane, parce que si vous avez vu la série, vous avez bien vu que donc il y en a certains qui ont vécu des choses, il y en a certains qui les acceptent, il y en a certains qui les renient, et il y en a d'autres qui disent complètement qu'ils n'ont absolument rien vécu, que la maison n'est pas hantée. Eh bien, c'est ce qu'a vécu ma famille. C'est-à-dire que, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai grandi en entendant des histoires de maisons hantées. En fait, ma mère et sa famille ont grandi dans une maison hantée. Et du coup, j'entends ces histoires depuis que je suis enfant, donc forcément, ça m'a inspirée en quelque sorte, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Mais ce qui a toujours été fascinant, dans cette histoire, en tout cas dans ce que me relataient les membres de ma famille, à savoir qu'ils étaient 9 à vivre dans cette maison. Certains ont vécu leurs propres phénomènes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous vécu les mêmes phénomènes, ils n'étaient jamais tous ensemble. Et surtout, certains membres de la famille, au même titre que Steven Crane, eh bien, disent que la maison n'était pas hantée, qu'il ne se passait rien. Donc, c'est exactement la même chose, et en fait quand j'ai vu l'histoire de cette famille et toutes ces différentes personnalités et la manière d'aborder les phénomènes qui se passaient dans cette maison, j'ai vraiment senti quelque chose que j'avais connu et dont je peux relater, c'est-à-dire que oui, ça peut exister et ça s'explique. Alors il faut savoir que c'est des recherches qui m'ont pris des années, et d'ailleurs ce que je vais vous dire c'est assez récent. En fait, j'ai compris au cours de communication ces derniers mois qu'apparemment toutes les personnes ne pouvaient pas voir les mêmes fantômes parce que c'est une question de taux vibratoire et que en fait il serait apparemment possible seulement de voir les fantômes qui sont sur le même taux vibratoire que nous. Voilà, on ne peut pas voir les autres, c'est très compliqué, ça fait partie de toute la complexité justement de cet après. Mais en tout cas concernant les apparitions, oui il est possible qu'une personne voit une apparition et qu'une personne qui soit à côté ne la voit pas parce que c'est une question de taux vibratoire et de sensibilité.
Ensuite, toujours dans l'épisode 1, comme je vous disais, c'est surtout centré sur Steven. Donc on voit que Steven est sceptique, mais qu'il écrit quand même des livres, qu'il a fait fortune avec ses livres sur la maison hantée, mais qu'il n'y croit pas et qu'il dit lui-même qu'il n'a rien vécu. Mais malgré tout, quand Steven est chez cette femme qui donc l'appelle pour lui raconter le phénomène qu'elle a vécu avec son mari, et qu'il vient donc en reconnaissance pour voir si le phénomène est possible ou pas, donc il lui dit qu'il va rester dans la chambre, et la dame lui demande si c'est surnaturel. Et en fait, Steven a une incroyable réponse qui m'a fait sauter en l'air parce que je me disais mais c'est pas possible, il m'a retiré les mots de la bouche en fait. J'ai voulu l'épouser direct, hein, enfin c'était complètement fou. Je vais vous la lire parce que du coup je l'ai pas retenue par cœur. Voilà ce qu'il répond à cette dame. Je ne crois pas au surnaturel, je crois qu'il y a des phénomènes naturels que nous comprenons et d'autres non. Je préfère prénormal, un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore. Et là c'est pareil, si vous me suivez, vous savez très bien que c'est mon discours en fait. C'est-à-dire que j'ai bel et bien conscience qu'il y a des phénomènes paranormaux, et qu'actuellement en effet par rapport à l'étymologie du terme, en tout cas ce que nous ne comprenons pas est forcément paranormal. Mais en effet, dans sa définition, le terme prénormal, je ne sais pas, mais en tout cas, la définition de dire que beaucoup de phénomènes que nous vivons actuellement seront explicables plus tard, un jour, avec plus de savoir, avec plus de matériel, c'est exactement mon discours. Je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes naturels, juste qu'actuellement, nous ne sommes pas à la pointe du savoir et de la technologie. Mais dans tout ça aussi, et c'est pas le discours, en tout cas à ce moment-là, de Steven, c'est que je ne suis pas aussi sceptique, je ne suis pas aussi terre à terre, je reste quand même ouvert. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout est naturel et explicable, mais il y reste bien des choses et il y a bien des fantômes parmi nous. Toujours dans l'épisode 1, cette fois-ci ça se passe au funérarium de Shirley qui accueille une famille qui vient avec un petit garçon qui dit qu'il ne veut pas assister à la veillée, et du coup le rôle de Shirley c'est d'essayer de rassurer ce petit garçon qui s'appelle Max, et Max qui dit qu'il ne veut pas voir sa grand-mère dans le cercueil parce que tout simplement il continue à la voir tous les soirs. Est-ce que ce phénomène est possible? Eh bien oui, et en vérité il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Quand un défunt nous quitte, il revient souvent dire au revoir à ses proches, et ils reviennent, ils essayent de montrer qu'ils sont présents, et vu que les enfants ils sont très sensibles, ils arrivent souvent à les voir, mais ça peut être aussi auprès d'adultes. Ils ne se montrent pas toujours, il y a différentes manières, il y a beaucoup, mais il y a vraiment des milliers de témoignages, souvent après des morts et souvent des morts violentes. Les défunts essayent de revenir parmi leurs proches pour leur dire au revoir ou pour essayer de reprendre contact parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas encore qu'ils sont morts. Et du coup ils essayent de faire des choses naturellement, mais ils n'arrivent pas à aller au bout parce qu'ils n'ont pas conscience de leur énergie et de comment la manipuler, et du coup ils n'arrivent pas à communiquer. Donc ce que vit Max, en fait, ce que relate Max, c'est très courant. On revient sur Steven qui est donc chez cette cliente qui lui dit donc qu'elle a perdu son mari, que son mari est mort dans un accident, et que donc elle a cette vision dans sa chambre un soir où elle reçoit carrément de l'eau sur elle et qu'elle voit son mari au plafond, enfin en train de mourir dans la voiture tel qu'il est mort dans l'accident, avec ce bruit de klaxon. Steven l'écoute très religieusement et dit bon bah écoutez, je vais dormir dans la chambre et je vais voir ce qui se passe ce soir. Lorsqu'il dort, il va recevoir des gouttes d'eau sur la tête. En effet, il y a une fuite au plafond mais juste au-dessus de l'oreiller, donc qui fait qu'on reçoit des gouttes sur la tête. Et à ce moment-là, pile poil, eh bien, il y a presque un accident juste en bas de la maison qui fait qu'il y a des bruits de klaxon. Et donc lui, en fait, il fait une sorte de conclusion très hâtive qui arrive très souvent. Ça m'a fait beaucoup sourire ce passage d'ailleurs, que ce soit des enquêteurs ou des scientifiques, c'est-à-dire que il suffit parfois d'une expérience qui permet en effet cet aboutissement et qui permet de faire des raccourcis très faciles en fait. Donc là le raccourci qui est assez dangereux mais qui est en même temps très facile, c'est que ce qu'a vécu Steven en effet ressemble beaucoup à ce qu'a vécu la femme, sauf qu'il n'a pas l'apparition, mais il explique en effet que de recevoir de l'eau, en effet vous savez lorsqu'on dort par exemple, si on entend de l'eau couler alors qu'on est en train de dormir, eh bien on va rêver de cascade par exemple. Et bien là, du fait qu'elle reçoive de l'eau sur son front, s'il y avait cette fuite ce soir-là, elle peut en effet commencer à se rapprocher de l'image qu'elle a le plus proche avec l'eau, et là en l'occurrence c'était la mort de son mari,
Et puis là, si par un souci de synchronicité, il y avait eu aussi presque un accident à ce moment-là en bas de chez elle, comme ce qui arrive à Steven, et bien voilà, il y a ce bruit de klaxon qui fait que si elle ouvre les yeux trop rapidement et que son cerveau ne se réveille pas, et bien elle peut avoir la projection donc réellement de ce qu'elle a dans le cerveau. Et donc si à ce moment-là, la cohésion de tous ces phénomènes lui avait apporté la vision de son mari en train de mourir dans sa voiture, eh bien elle peut le projeter quelques secondes en effet au plafond. Donc ça c'est vrai d'un point de vue scientifique et terre à terre, ce que dit Steven est complètement vrai. Mais ce qui est dur, et c'est là que je vous dis que j'ai souri, c'est qu'il conclut en 100% en disant: c'est ça, c'est tout ma petite dame, il n'y a rien, il n'y a pas de hantise, vous avez voulu voir votre mari mort au plafond et c'est tout. Et c'est presque triste, et c'est justement l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais affirmer quelque chose à 100%, on est toujours obligé d'utiliser le conditionnel, c'est-à-dire que là il aurait simplement dû dire: j'ai vécu ça, c'est intéressant parce que ça ressemble, ou en tout cas ça aurait pu expliquer un petit peu comme je vous l'explique. Peut-être que vous avez vécu ça ce soir-là, je ne peux pas l'affirmer. En partie, il a raison, c'est-à-dire que sur le papier, il a absolument raison. Dans son attitude, ça va pas du tout. Et c'est faux. C'est faux parce que ça ne... elle a possiblement eu, elle, une apparition. C'est pas parce que lui, il vit quelque chose de rationnel et qu'il arrive à le reproduire que forcément cette dame-là a vécu la même chose. Elle a peut-être eu une apparition. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et aux conclusions qu'on tire. Et là, du coup, Steven a tout faux. Et donc à la fin de l'épisode, on apprend donc que Nell est morte. Steven rentre chez lui, il voit Nell, il ne sait pas encore que Nell est morte. Il tente de lui parler, donc on voit Nell immobile dans un coin qui ne parle pas, qui le regarde, elle est comme ça. Et on se doute déjà un petit peu à ce moment-là, puis tout de suite il a le téléphone, son père qui lui dit voilà, Nell est morte. Donc là il se retourne pour regarder Nell, Nell qui est juste devant lui et qui pousse ce cri incroyable, et du coup bah là il prend conscience en fait que bah voilà, il vient d'avoir sa peut-être première apparition de sa vie, il se rend compte que le paranormal est réel. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, en effet souvent après une mort, et souvent une mort violente comme là, la mort de Nell, les défunts tentent de revenir auprès de leurs proches. C'est presque un instinct, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils le veulent vraiment, c'est-à-dire que c'est d'instinct, ils se sentent un petit peu perdus, surtout s'ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts, et ils essayent de revenir vers les bases de leur vie, c'est-à-dire vers... ils sont raccrochés encore un petit peu aux choses importantes de leur vie, aux personnes importantes, et ils y reviennent presque directement sans trop le contrôler. Donc en tout cas par rapport à ce phénomène, oui évidemment, il y a énormément de témoignages qui prouvent que ce phénomène est tout à fait possible. L'épisode 2 est surtout centré sur Shirley, donc Shirley c'est celle qui a le funérarium, et on voit dans cet épisode qu'apparemment elle parle dans la nuit, et par rapport à ce qu'elle dit, du coup elle a l'air de faire des rêves par rapport à ce qui se passe dans la maison et que les gens n'avaient pas encore décelé. Dans ce moment que l'on voit au tout début de l'épisode 2, on l'entend dire Théo est dans la Red Room. Bah ça personne ne le sait, on le sait tout à la fin que tous les enfants ont été dans la Red Room en fait sans le savoir, et du coup elle le sait, et c'est une information qu'elle propage lorsqu'elle dort. Et là en effet c'est très très intéressant. Pour beaucoup de personnes en fait, les phénomènes vont se dérouler lorsqu'ils dorment. Pourquoi ça arrive à beaucoup de personnes dans la nuit? On vit en permanence dans un monde où il y a du bruit, où on nous fait réfléchir, où on se concentre sur des choses, c'est-à-dire qu'on ne sait plus faire ce lâcher prise, on ne sait plus se connecter avec les éléments autour de nous, on ne sait plus faire tout ça, et du coup, du fait que notre cerveau ne soit jamais au repos, eh bien on n'arrive pas à assimiler tous ces phénomènes qui se passent autour de nous, possiblement des communications, qu'il est possible qu'il y ait en permanence. Hein. Peut-être qu'on reçoit des infos en permanence, mais dans tout ce brouhaha, en fait, on n'en a pas conscience. Et du coup, c'est seulement dans la nuit, lorsque le cerveau est au repos, qu'on arrive réellement à recevoir ces informations et à les assimiler, et ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et là, en l'occurrence, ça arrive à Shirley, qui donc le retransmet en parlant dans son sommeil. Il y a un passage qui est très très intéressant dans cet épisode qui se passe avec Shirley et Théo, qui sont deux sœurs qui sont plutôt proches, mais surtout qui peuvent avoir des disputes très violentes. Et il y a un passage dans cet épisode qui se reproduit aussi dans l'épisode du funérarium beaucoup plus tard,
mais un petit peu sur les mêmes bases, et du coup c'est hyper intéressant. Et en fait on voit donc Théo qui vient toquer à la porte de Shirley en lui disant mais pourquoi tu m'appelles? Et Shirley qui était en train de dormir, qui fait mais je t'ai pas du tout appelé, tout me fait arrête, je t'entends, tu tapes à mon mur, tu m'appelles, c'est chiant, arrête de faire ça machin. Et du coup elles commencent à se disputer toutes les deux, et d'un coup ça commence à taper sur le mur très fort, un coup, un autre coup, puis ça tape partout, et elles sont du coup toutes les deux effrayées. Et là on se dit ah ouais d'accord et tout, et on voit que ça se reproduit à un autre moment, un petit peu dans les mêmes conditions. Alors on voit que c'est surtout Shirley apparemment qui attire ça, hein. Surtout ça l'amplifie, toujours avec la présence de Théo quand elle se dispute, et ça s'explique aussi. Et donc quel est ce phénomène? Oui, donc il est inspiré d'un phénomène réel qui est donc le phénomène poltergeist. Le phénomène poltergeist est souvent attribué, on va dire même à 99% à des femmes, parce que on dit que c'est une histoire d'hormones. Alors, on attribue souvent ça à des jeunes filles en pleine puberté, donc là c'est le cas de Shirley quand elle a la première fois ce phénomène, et qui est amplifié en présence de femmes qui peuvent se disputer ou qui ont les hormones qui s'activent. Donc là c'est ce qui se passe quand elles se disputent la première fois. Donc voilà, il y a ce phénomène, elle crée en fait un phénomène poltergeist, c'est-à-dire que c'est elle qui crée ça, complètement. Et dans le funérarium, eh bien, c'est une femme mature, Shirley, elle a eu ses enfants, mais elle est en train de vivre une tragédie, elle est complètement perturbée, et surtout, ces phénomènes poltergeist, très peu le savent, mais ça ne concerne pas que les ados, ça concerne aussi les femmes matures qui s'approchent justement de la préménopause, qui sont en préménopause. Et donc, on peut peut-être en déduire que Shirley est en préménopause, bon, elle me semble un peu jeune, mais peut-être, et que du coup, de toute façon, ces histoires d'hormones, elle arrive à recréer ce phénomène poltergeist qui s'amplifie quand Théo est là et quand elle se dispute. Je pense que toutes les deux, en fait, il y a cette histoire aussi de combinaison d'énergie entre des personnes, et là, toutes les deux, elles arrivent à provoquer des super phénomènes, et là, entre autres, ces phénomènes poltergeist. On passe ensuite à l'épisode 3 qui est cette fois-ci centralisé sur Théo. On comprend un petit peu plus ce qui arrive à Théo, pourquoi elle a des gants en permanence. Et ça commence justement par ce premier phénomène. Elle est dans son lit, elle est en train de dormir, elle sent quelqu'un arriver dans son lit, elle pense que c'est sa petite sœur Nell qui lui prend la main. Et là du coup, sa main est serrée très fort, elle demande à Nell de desserrer la main, machin, puis du coup elle finit par se retourner parce que ça serre toujours très fort, et là il n'y a personne. Et elle se rend compte que quelque chose lui a touché la main, qu'elle l'a réellement senti, mais qu'en tout cas il n'y avait rien, en tout cas qu'elle ne voit rien. C'est son premier phénomène, et je pense qu'à partir de là justement elle se rend compte qu'elle a une sensibilité au niveau des mains. Double phénomène dans le sens où déjà il est en effet possible de sentir des mains. Alors c'est souvent des mains puisqu'en effet ce sont les mains qui touchent. Je l'ai vécu moi-même, j'ai senti une main taper sur mon épaule lors d'une enquête, mais réellement, j'ai vraiment réellement senti des mains, des doigts, c'était dur en fait. Vous voyez, je ne sais même pas comment l'expliquer, j'ai vraiment senti qu'on me tapait 2 fois très fort comme ça sur l'épaule pour que je me retourne. Je me suis retournée, il n'y avait personne. Donc on se pose beaucoup de questions en effet, puisque si on dit que les fantômes, les entités, les esprits deviennent énergie, comment arrive-t-il avec de l'énergie à reproduire une matière? Alors en effet on dit qu'ils se matérialisent, mais normalement quand ils se matérialisent on les voit en tout cas. Là en l'occurrence moi je l'ai pas vu. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'ils se sont déjà fait toucher, alors pas forcément en enquête, hein, ça pouvait être chez eux, mais voilà, sentir une main, se faire pousser, se faire caresser, tirer les cheveux, voilà. Beaucoup de phénomènes par rapport aux mains qui touchent. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Mais aussi ce qui est intéressant dans la position de Théo, c'est en effet cette sensibilité qu'elle a avec ses mains à pouvoir ressentir les choses. C'est en effet de la médiumnité, c'est de la clairvoyance. Et beaucoup de médiums peuvent comme ça ressentir les choses avec les mains. C'est comme si c'était ses mains qui lui permettaient de voir en fait. Hein. Donc elle a vraiment cette sensibilité là. Mais c'est vrai que les mains sont vraiment un lien pour beaucoup de médiums et qui utilisent les mains en tout cas pour pouvoir se connecter aux personnes. Alors on va passer à l'épisode 4 qui est cette fois-ci centré sur Luc. Luc est le personnage je pense avec le père qui m'ont le plus perturbé dans le sens où vraiment ça m'a fait mal de les voir. Luc qui est donc l'un des 2 jumeaux, le jumeau de Nell qui, on le comprend, est devenu drogue addict, et on comprend surtout en fait qu'il est devenu comme ça. Alors
On le relate par rapport au phénomène, mais je pense que de façon générale, ça pourrait fonctionner, c'est-à-dire que Luke, c'est une personne qui était fragile, que son entourage n'a pas cru, alors là c'est par rapport aux phénomènes paranormaux, mais ça aurait pu être pour d'autres choses, n'a pas cru, n'a pas soutenu. Et en effet, ne pas croire un enfant quand il est réellement sincère, quand il a réellement peur, c'est terrible. Quand j'ai fait ma vidéo sur les enfants et le rapport au paranormal, je le dis bien, je vous le dis, ne pas écouter un enfant quand il vous dit qu'il voit quelque chose, ou en tout cas qu'il a peur de quelque chose, minimiser la peur ou lui dire mais arrête de pleurer, n'aie pas peur, ça existe pas, tout ça, maintenant. Surtout pas, il faut pas se moquer, il faut pas les culpabiliser, il faut pas leur dire que ça n'existe pas parce que déjà vous n'en savez rien, il faut pas non plus rentrer dans le truc en ayant peur avec eux, machin, il faut les écouter, les rassurer et essayer de trouver les mots justes par rapport à vos enfants. Vous êtes les premiers à connaître vos enfants et à savoir ce qui les rassure en fait. Et à vous de trouver les choses pour les rassurer. Les phénomènes paranormaux, on y croit, on n'y croit pas certes, mais attention, on ne sait pas tout dans la vie, donc ne pensez pas que du fait que vous ne croyez pas aux phénomènes paranormaux, ils n'existent pas et que des gens ne les vivent pas, et peut-être qu'il y en a qui en souffrent. Et si ce sont vos enfants, bah, un conseil, écoutez-les un petit peu. Il y a un passage aussi dans cet épisode qui est assez intéressant. On voit en effet toujours au moment où la mère revient avec un carton, qu'elle donne les boutons à Nell, qu'elle donne le chapeau à Luke. Et puis après ils sont tous les deux avec le père Hugues. Et puis elle regarde la pièce, puis elle dit voilà, j'ai une vision, je vois des fauteuils en cuir, je vois un enfant en fauteuil roulant machin. Enfin, c'est assez incroyable parce qu'elle parle assez naturellement, mais on sent que pour elle, c'est pas, elle se prend pas au sérieux, c'est-à-dire que c'est comme si c'était de l'imaginaire, elle fait voilà ce que je ressens, machin. Et puis après, elle regarde cette corde et elle fait oui, bah là par contre, là je vois quelqu'un qui va se pendre, machin. Mais elle le dit toujours de façon naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'y croit pas. Et c'est ça qui est génial en fait. Et en fait, on se rend compte au cours de cette vision qu'elle a eu à la fois une rétrocognition et une précognition. C'est-à-dire rétrocognition, c'est quand on a une vision du passé. Précognition, c'est quand on a une vision du futur. Rétrocognition, en fait, elle a vu la famille de Poppy, elle a vu l'enfant de Poppy, elle a vu le salon à l'époque de Poppy. C'est ce qu'elle voit. Mais elle a l'impression qu'elle est en train de l'imaginer. Précognition, bah, quand elle voit la corde, elle voit quelqu'un se pendre au bout, bah, en effet, elle a peut-être l'impression que c'était de l'instinct, mais en fait, c'était réellement une vision, elle a réellement eu un réel instinct de ce qu'il allait se passer, puisque Nell finit la corde au cou, hein, clairement. Elle, ce qu'elle pense imaginer, eh bien, c'est réellement quelque chose qu'elle ressent dans ce lieu. Elle ressent vraiment des histoires qui vont se passer dans cette pièce en particulier, et que ça peut arriver à tout le monde, et en fait on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte après par la suite, si on se rend compte que ça s'est passé, qu'on fait waouh. Je pense que c'est naturel en fait, je pense qu'on a accès à ces informations assez facilement, c'est juste qu'une fois de plus, comme je vous le disais, en tant qu'homme moderne, on ne sait plus, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à faire le distinguo entre réel et imaginaire. Et pourtant, à notre âge adulte, on est censé pouvoir faire ce distinguo-là facilement. On a beau connaître nos pensées, notre manière de penser et de créer l'imaginaire, eh bien on ne le fait toujours pas. Et des fois, on va ressentir des choses en voyant des gens, en voyant une pièce, une impression de déjà-vu, ou je sais pas, ça peut être un milliard d'histoires. Il va se passer un truc dans notre tête, on va croire que c'est l'imaginaire, mais en fait non, des fois c'est réellement des précognitions et des rétrocognitions. Et on va s'en rendre compte ou pas, mais juste ce que je voulais dire, c'est qu'en effet c'est un phénomène beaucoup plus naturel qu'il n'y paraît, et beaucoup de personnes y sont sensibles, et pour ne pas dire tous. On va repasser sur un phénomène sur lequel je me suis beaucoup questionnée, et encore je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Donc là vous allez encore pouvoir jouer et m'aider pour trouver la réponse. Donc on a ce phénomène, ce grand fantôme longiligne qui est avec sa canne, qui tape dans le couloir, que Luke voit. Donc une fois de plus on revient sur ces phénomènes, hein. Donc chaque personne a son fantôme, donc là le fantôme de Luke, c'est ce fantôme là. On comprend au fur et à mesure des épisodes que ce fantôme c'est donc William Hills, qui est donc le personnage que l'on trouve emmuré à un moment, qui, on le comprend dans un autre épisode, dans l'épisode 10, quand la petite amie de Théo raconte cette histoire par rapport à un homme qui s'emmure, qui se sentait très petit et qu'après son fantôme est devenu très grand, on comprend que c'est ça en fait qui s'est passé, c'est il s'est emmuré, il s'est senti très petit par rapport à la culpabilité, son fantôme est devenu très grand. Par rapport au fait que des fantômes soient différents de l'apparence qu'ils avaient en tant que vivants, je n'ai pas de témoignage sur ça. Pour moi, c'est pas quelque chose de réel. Je pense qu'ici, on est sur une image, une métaphore, une fois de plus. Par contre, par rapport à ça, il arrive en effet que des fantômes
et là ça va être surtout des spectres, se montrent de la façon dont ils sont morts. C'est-à-dire que parfois il va y avoir des apparitions qui sont des fantômes en tenue d'époque. Souvent ils sont représentés de la façon dont ils étaient de leur vivant et dans leurs meilleurs jours. Et parfois ils vont se montrer de façon assez brutale, ils vont se montrer de la façon dont ils sont morts, l'élévation peut-être et l'état dans lequel est le fantôme après sa mort. Eh bien il va se montrer sous tel ou tel jour, donc parfois sous forme de spectre, et parfois sous forme d'apparition, sous forme de fantôme, parfois il ne se montre pas, il va communiquer, enfin bref. Une fois de plus c'est très très complexe, mais tout ça pour dire que dans l'image qui a été donnée à William Hills, non c'est pas réel, ce qui est dit en tout cas à ce moment-là, que des fantômes soient autres qu'ils étaient lorsqu'ils étaient vivants, c'est-à-dire complètement transformés ou complètement non. Par contre voilà, c'est là où je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que Luke explique en effet que il a fini par se droguer parce que il avait des images qui le hantaient, donc on comprend en fait que ce fantôme là, en fait, il n'a pas réussi à le retirer de son esprit. Un petit peu comme Shirley avec le mec avec lequel elle a trompé son mari. Cette image qui la hante, et là c'était un petit peu ça pour Luke, c'est-à-dire que c'était des images insupportables, personne qui pouvait l'écouter, du coup il a fini par se droguer. Et là, quand il est justement à l'extérieur en train d'attendre et de chercher sa petite amie, on voit ce fantôme qui revient et qui est dans son dos. Par contre, je ne comprends pas en fait pourquoi ce fantôme est là à ce moment précis en fait. Pour moi, une fois de plus, je pense que c'est une image parce que ce fantôme de William Hills, il est bloqué dans la baraque. Clairement, il n'a rien à faire à l'extérieur. Donc pour moi, c'est pas réellement un phénomène paranormal, mais je comprends pas où il veut en venir. Donc si vous avez des réponses par rapport à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Épisode 5, on est sur l'épisode vraiment crève-cœur, c'est l'épisode le plus triste, c'est celui qui est tourné autour de Nell, donc on comprend tout, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle est morte, la scène finale est d'une beauté incroyable, mais en même temps d'une tristesse infinie. Et donc c'est intéressant dans un premier temps puisqu'on se rend compte que Nell fait des paralysies du sommeil et qu'elle est diagnostiquée par rapport à ça, et donc c'est comme ça aussi qu'elle rencontre son mari. La paralysie du sommeil, elle est réelle, on le voit bien dans l'épisode, ce que vit Nell à ce moment-là, c'est réellement des paralysies du sommeil, c'est-à-dire que comme l'explique Arthur, son mari, et que tout le monde sait, je pense que tout le monde connaît la paralysie du sommeil, c'est qu'en effet le cerveau se réveille plus vite que le corps et du coup eh bien, on ne peut pas bouger et le cerveau va envoyer des images hyper violentes pour que le corps se réveille. Et souvent, eh bien, ce qui est attribué par rapport à ces paralysies du sommeil, ce sont des patients qui vont parler de monstres, d'entités très noires. Et du coup, eh ben, c'est comme ça que l'expliquent les docteurs par rapport à la paralysie du sommeil, le fait que le cerveau envoie des images hyper violentes pour vraiment, allez, réveille-toi, et que le corps ait une sorte d'électrochoc et se réveiller. Mais ça, même si les scientifiques ont réussi à mettre un terme dessus, à part ça, la paralysie du sommeil, ça reste quand même un sacré mystère, c'est-à-dire que il n'y a apparemment pas d'élément déclencheur. Toutes les personnes qui en font sont incapables de dire pourquoi cette nuit-là elles vont faire des paralysies du sommeil. Parfois c'est sur certaines périodes, parfois elles n'en font pas pendant des années. C'est ce qu'on voit avec Nell justement. Je pense que finalement il apporte une bonne conclusion de la complexité de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que quand Nell fait ses paralysies du sommeil qu'elle a avec Arthur, elle n'a pas d'apparition par exemple, on la voit, elle est paralysée, elle essaye de sortir du truc, son mari l'aide. On voit aussi que Nell, lorsqu'elle est à l'hôtel, va avoir donc cette paralysie du sommeil une fois de plus, mais accompagnée d'une précognition. C'est pour ça que là voilà, on revoit encore la complexité de tout ça. Outre la paralysie du sommeil, si elle voit un monstre, en tout cas ce qu'elle va voir au plafond, qui est donc Luke qui est en train de faire son overdose finale, dans l'épisode final, c'est quelque chose de réel qui va se passer par la suite, donc elle le voit, et ça n'a rien à voir avec un monstre ou quelque chose qu'elle a créé ou que son cerveau a créé, c'est vraiment quelque chose de réel qui va se passer dans le futur. Elle ne le sait pas sur l'instant, mais du coup elle est hyper inquiète, parce que de toute façon elle est hyper inquiète pour son frère. Et donc voilà, donc là c'est intéressant parce que paralysie du sommeil associée à une précognition, et du coup ça remet en question toute la complexité de la paralysie du sommeil. Nell arrive ensuite à Hill House. On voit qu'il y a tout un mélange, et pareil, ça a été assez complexe à décortiquer, un mélange de plusieurs choses que le réalisateur a amené. En fait, on comprend rapidement que toute cette scène-là, en fait, elle est vraiment fantasmée. Là, quand elle la voit la première fois, sa mère,
elle est dans une tenue et dans une position qui est clairement le fantasme qu'elle s'en est fait toute sa vie jusque maintenant, depuis sa mort. Donc c'est vraiment tout ce qu'elle voit là, en fait, la scène de sa mère qui lui dit va t'habiller, machin, nanan. Elle redescend, tout le monde est là, elle retrouve son mari. Tout ça c'est une vision fantasmée de ce qui lui manque dans sa vie, ce qu'elle voudrait revivre. Donc là, quand elle retrouve Arthur et qu'elle danse et qu'elle est entourée de tous ses proches, elle revit simplement le plus beau jour de sa vie. On voit donc ensuite que la danse avec Arthur se termine, elle a cette vision sur les escaliers, on voit Abigail mais dans sa tenue de fantôme, donc on comprend que c'est le fantôme, sa mère réapparaît, sa mère apparaît dans la tenue dans laquelle elle l'a vue le dernier soir, tu vois, vous voyez c'est très important tout ça. Et là elle revit presque cette dernière soirée, sa mère qui lui dit tu viens on va faire une soirée thé, il y a Abigail qui monte, il y a Luc qui arrive, enfant, et donc ils montent tous, et puis bah, c'était un subterfuge puisque finalement bah, elle est piégée et qu'elle se passe la corde au cou et qu'elle se pend. Et c'est à ce moment là qu'on comprend enfin que la femme au cou tordu depuis le début que voyait Nell n'était autre qu'elle en train de mourir, et là en effet c'est un rebondissement dans la série qui est juste hyper perturbant, et c'est hyper intéressant en effet de voir cette théorie là, en effet que à la mort en tout cas, donc là on va reprendre le cas de Nell qui se pend et qui repasse à plusieurs moments de sa vie comme si c'était des paliers, des couches. Donc ça, ces histoires de couches, elles existent réellement hein, dans le paranormal. Donc là, en fait, c'était hyper intéressant de voir Nell qui passe les couches comme ça et qui se revoit à différents moments de sa vie. Et là, bah, on voit qu'à chaque fois, les apparitions qu'a eu Nell à différentes périodes de sa vie justement, eh bien c'était elle-même en train de se pendre sur le même instant. Donc il y a aussi cette notion du temps qui est abordée, qui est hyper intéressante, puisque nous c'est clairement nos théories dans le paranormal qu'après la mort en effet la notion du temps est complètement différente, il n'y a même plus de notion du temps en fait, et que là au moment de sa mort, donc Nell, cette zen qui dure 10 secondes, eh bien est l'équivalent d'une trentaine d'années de sa vie et de tous ces phénomènes en fait. Et est-ce qu'on doit lier ça à la relativité, est-ce qu'on doit lier ça à l'espace-temps, enfin il y a du coup... Là, il y a plein de théories que j'ai laissées exploser dans ma tête qui sont infinies. Je vous laisse même pas imaginer, je pourrais même pas l'aborder là parce que c'est juste trop. Mais juste, ce passage-là est hyper intéressant sur la notion du temps, sur le fait de se poser la question de est-ce que parfois, du coup, les fantômes qu'on voit, vu qu'on voit les fantômes sur le même taux vibratoire que nous, est-ce qu'il est possible que ce soit nous, mais morts? Est-ce qu'il est possible qu'en tant que fantôme, on puisse revenir dans le passé pour se revoir vivant? Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on se pose qui sont hyper intéressantes, donc pareil, si vous voulez en parler en commentaire, allez-y. Épisode 6, on commence à arriver vers la fin. L'épisode 6, c'est l'épisode incroyable avec ce travelling de 20 minutes. Et ce qu'on remarque dans cet épisode, c'est que donc toute la famille se retrouve au funérarium pour l'enterrement de Nell qui a lieu le lendemain. Et donc là, le cercueil est ouvert, il y a Nell, donc chacun va la découvrir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, en fait, on va voir Nell en fond, en spectre. Donc là, elle se montre réellement comme elle est morte. Et ça, déjà, c'est intéressant que Nell, quoi qu'il arrive, il y a son cadavre, mais il y a aussi son esprit. Donc dans ce souvenir qui est apporté par le travelling, on voit qu'il y a ce fameux soir de tempête en fait, et puis là d'un coup Nell disparaît, donc tout le monde va la chercher, bah, elle réapparaît tout à la fin, et là en fait c'est hyper touchant, mais hyper touchant dans le sens c'est hyper triste parce que donc il y a à la fois le souvenir et à la fois ce qui se passe réellement au funérarium. Donc on la voit réapparaître, Nell à la fin de l'épisode qui dit mais j'étais toujours là, vous pouviez pas me voir, j'étais invisible. Et au funérarium pareil, sauf que là bah, c'est avec sa voix de petite fille, on voit que Nell est là en spectre et puis que personne ne la voit en fait. Et j'ai trouvé que c'était une belle image de ce qui se passe réellement aussi dans le paranormal. J'en parlais au tout début en disant que bah, je pense que bien plus souvent qu'on ne le pense en fait, nos proches défunts ou les fantômes ou les esprits sont autour de nous, ils essayent de communiquer, ils essayent de se montrer. Soit on n'arrive pas à distinguer les signes, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'ils disent parce que je pense qu'on reçoit les messages, mais on n'arrive pas à les assimiler. J'entends parfois souvent des gens dire oh là là, moi j'ai perdu ma mère, mon père, j'en sais rien.
il revient pas, j'ai pas de signe. Je fais mais comment tu le sais en fait? Comment tu peux en être sûr à 100% que cette personne n'essaye pas et que c'est toi qui n'arrives pas à le voir en fait? Et là du coup je trouve que l'image est bien tournée, c'est beau, c'est triste parce qu'en effet je pense qu'il y a des fantômes qui doivent souffrir de ça, qui doivent souffrir justement du fait que personne ne les voit, tout le monde les ignore, personne ne leur parle, peut-être qu'ils essayent de parler, personne ne les entend, et en plus c'était une belle image aussi, je pense par rapport aux vivants, parce que Nell, clairement, c'était l'enfant qui essayait de s'inquiéter le plus pour tout le monde, mais personne ne s'inquiétait d'elle en fait. Et je pense que c'était une belle image depuis l'enfance de montrer que mais personne me voit, je suis invisible, je suis là et personne me voit, et c'est ce qui se passe quand elle est vivante, et c'est ce qui se passe quand elle est morte. Il y a un passage aussi, après qu'ils se soient tous disputés, là, où Shirley retrouve Nell dans son cercueil avec des boutons sur les yeux. Si vous vous rappelez bien, Nell collectionne les boutons. J'ai trouvé ça génial, parce qu'en effet, c'est typiquement ce que pourrait faire un défunt qui serait parti il n'y a pas très longtemps et qui voudrait laisser un signe. Il laisserait clairement un signe distinctif pour montrer « je suis là ». Ça arrive souvent aussi, il y a souvent des défunts qui vont provoquer des phénomènes vraiment très précis que seuls les proches pourront comprendre et qui va leur prouver que justement c'est un signe du défunt, ça arrive très souvent. On passe à l'épisode 7 et là il y a ce premier phénomène sur lequel je ne suis pas d'accord. Donc on passe sur l'histoire de la famille Dudley, où c'est Monsieur Dudley qui raconte à Hugh le père que voilà, ils ont eu un enfant mort-né malheureusement, et que eh bien un soir Clara a entendu les pleurs d'un bébé dans la maison. C'était le soir, qu'elle a reconnu les pleurs de son enfant mort-né. Un lieu peut garder ses fantômes, c'est-à-dire que si on meurt dans un lieu, on peut en effet rester dans ce lieu, et un fantôme peut rester dans un lieu pour différentes raisons. Là en l'occurrence, comme c'était un bébé qui est mort, son fantôme aurait complètement pu rester, ou en tout cas une rémanence, c'est-à-dire les pleurs de bébé, ce sont des phénomènes qui existent, bien évidemment, et qu'il avait pleuré, en effet, ça aurait été probable. Sauf que là, en l'occurrence, eh bien, ce n'est pas le cas, parce qu'il était déjà mort. Il était déjà mort, c'est un mort-né en fait, donc il n'a pas eu, et Monsieur Dudley le dit, il n'a pas eu ses premiers pleurs. Donc qu'il ait eu ses pleurs dans l'après-vie, non. Non, ça vraiment, ça ne fonctionne pas. Je comprends pas ce qu'il fait dans cette maison, d'ailleurs, quand elle le retrouve à la fin, Abigail, je comprends, mais quand elle retrouve son bébé à la fin, quand elle meurt dans la maison, j'ai beaucoup de mal à assimiler pourquoi, mais non, pour moi, tout ce phénomène-là, il est assez étrange et non. Au cours de cet épisode, on assiste réellement à l'enterrement de Nell, et au cours de cet épisode, on se rend compte que Luke, Hugh et Théo vont assister à des visions vraiment très violentes et collectives, et voir surtout leur mère, mais de façon la nuit des morts vivants, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un spectre, on est vraiment sur un corps en décomposition, avec une notion de terre, une notion de je viens vous chercher, je rampe, et quelque chose de très horrifique. Là en l'occurrence par rapport à l'histoire, on est clairement, je pense qu'il a fait juste, il a voulu amener un moment un petit côté horrifique à sa série, c'est un délire de réalisateur clairement, mais en termes de paranormal ça n'équivaut à rien. Il y a eu des témoignages dans le passé de personnes en effet que l'on estime mortes, que l'on enterre et qui en fait n'étaient pas mortes. Il y a très longtemps, parce que maintenant, voilà, on vide les corps, enfin il y a tout un processus qui fait que de toute façon, même si la personne n'était pas morte, elle n'a pas le choix, après elle se réveillera pas, de toute façon. Mais dans le passé, on enterrait les corps comme ça, et il y a eu beaucoup de témoignages de gens, qu'en plus on enterrait juste dans la terre, comme ça, qui revenaient après des jours, qui évidemment avec l'asphyxie du cerveau et tout ça était complètement différent, mais qui s'était réveillé en fait, qui n'était pas réellement mort, qui s'était réveillé sous terre, qui était revenu, et c'est à partir de là qu'on a fait référence aux morts vivants. Et il y a plein d'histoires d'ailleurs dans le monde entier qui font référence aux morts vivants, mais sous les conditions que je suis en train de vous dire. Et par la suite, il y a même plein de traditions qui ont fait qu'on coupait la tête des gens avant de les enterrer parce qu'on ne voulait pas qu'ils reviennent, on en avait très peur. Et il y avait vraiment eu beaucoup d'histoires à certains moments de gens qui revenaient de la mort, quoi, en fait. Donc non, ça c'est pas un phénomène qui est relaté, en tout cas pas actuellement, non.
C'est aussi dans cet épisode qu'on commence à comprendre que toute la partie fantasmée de cette famille qui arrive dans cette maison et qui sont très heureux. Et puis on commence à se rendre compte que les comportements de la mère Liv changent, qu'elle est très étrange, elle a des comportements très étranges, tout le monde commence à s'en rendre un petit peu compte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en effet, Liv commence à être sous emprise. Alors elle est sous emprise de la maison, elle est sous emprise de Poppy surtout. Mais les personnes sous emprise de maison, bien évidemment, ça arrive. Il y a des lieux qui sont très chargés par rapport à leur histoire, par rapport aux énergies qu'ils peuvent passer. Et des personnes qui peuvent être à la fois sensibles, parce qu'en effet Liv fait référence à un moment quand elle parle avec Théo, a aussi ses dons médiumniques. Elle lui dit, on en reparlera plus tard, mais j'ai aussi des sensibilités. Donc on comprend déjà que Liv est une personne sensible. Et en plus elle est fragilisée à ce moment-là. Donc ça c'est deux choses qui font que on peut très rapidement être sous emprise. Et quand on reste à un endroit en permanence, là clairement ils ne sortent pas du lieu, ils sont tout le temps là à réfléchir pour refaire la maison. Et Liv est un parfait sujet, elle est sous emprise, elle est fragilisée et du coup elle a tous ces blackouts, toutes ces fameuses migraines qui n'en sont pas vraiment mais qui sont des blackouts et qui font que elle commence à ne plus être elle-même. Ça a été assez évoqué par exemple dans des histoires cinématographiques comme The Shining ou Amityville, mais en termes de témoignages vraiment ça arrive. Et moi qui l'ai vu lors d'enquêtes, oui en effet j'ai vu des gens qui étaient plus sensibles que d'autres, même dans certaines pièces, à certains endroits, et qui pouvaient ressentir des émotions que d'autres ne ressentaient pas et qui appartenaient au lieu, qui ne leur étaient pas propres. Donc c'est vraiment très intéressant et l'emprise est quelque chose de réel. Il y a aussi un passage donc sur Hugues, donc par rapport à la tempête, ils se rendent compte que voilà, il y a de l'eau dans les murs, il y a plein de travaux à faire, il va au sous-sol, et donc là, quand il veut commencer à abattre le mur, en fait il entend derrière que ça gratte, son fils aussi est témoin de ça, il pense que ce sont des rats, et en fait il se rendra compte après par la suite que c'était le corps de William Hills qui était derrière, il était emmuré. Ils avaient constaté qu'en fait William avait dû gratter au mur, et en fait oui, il y a donc cette rémanence. Hugues est témoin à ce moment-là réellement d'un fantôme, donc d'une rémanence, d'un son qui a tellement été fait par Williams qui devait essayer de gratter le mur pour sortir ou qui devenait fou quoi. Et du coup ce son a été capturé dans l'endroit, et ce qui a permis à Hugues de l'entendre justement. Et donc ça oui bien évidemment c'est un phénomène, les rémanences c'est quelque chose qui sont très très courants, et c'est la majorité des fantômes d'ailleurs dans les maisons présumées hantées. Ce sont simplement des sons qui se répètent en écho parce qu'ils ont été très souvent provoqués. Donc ça c'est possible parce que le son a été enregistré, qui se répète ensuite en écho à partir du moment où il y a des énergies qui sont là et qui s'activent pour activer le son. Voilà, donc ça arrive, et là en l'occurrence ce son là c'est une rémanence et c'est très très courant. Donc dans l'épisode 8, il y a un phénomène sur le coup qu'on ne sait pas que c'est un phénomène, on le comprend dans l'épisode 9. On voit simplement Steven en train de descendre les escaliers, passer à côté d'un horloger qui est en train de réparer l'horloge. Et on comprend donc dans l'épisode 9 que sans s'en rendre compte en fait, Steven a eu à ce moment-là une apparition. Que c'était bel et bien un fantôme, et ce qui est génial c'est que son père lui prouve par A plus B que cette personne ne pouvait pas être là, et donc Steven est sur le coup parce que du coup il a la preuve vu que c'est quelqu'un de très terre à terre. Mais en même temps, il sait bien ce qu'il a vu et que ça ressemblait à quelque chose de réel, que c'était réellement un humain qui était là. Et donc ça, en effet, c'est très intéressant parce que il y a plein de témoignages comme ça. À ce moment-là, on n'aurait pas forcément affaire à des fantômes tels qu'on l'entend, mais vraiment, il y a des gens qui ont rencontré d'autres gens, vraiment réels, dans des lieux absolument réels, qui leur ont parlé, il s'est passé des choses, il y a plein de témoignages comme ça. Et quand les gens revenaient ensuite, soit la maison était abandonnée, la personne était morte. Ce qui est un petit peu effrayant, c'est de se dire que on s'en rend compte qu'on a eu affaire à un fantôme ou à un phénomène en tout cas assez étrange de dimension parallèle si on revient sur le lieu et qu'on se rend compte que le lieu ou que la personne n'existe pas. Mais si jamais ça nous arrive dans la vie de tous les jours, enfin je veux dire, ça se trouve tous les jours on croise ces fameux fantômes, c'est des personnes qui n'existent pas en tout cas, et on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas l'occasion par la suite de pouvoir savoir si c'était vrai ou pas.
Et ça, je vous assure qu'il y a énormément de témoignages, dont des gens que je connais qui m'ont raconté des histoires incroyables, que j'ai racontées d'ailleurs dans Petit Conte Fantomatique, entre autres John Tenney, qui raconte des histoires incroyables, et que ce que vit Steven à ce moment-là n'est pas si extraordinaire que ça en fait. On termine sur cette fameuse scène de thé absolument terrible. On comprend enfin ce qui s'est passé ce soir-là, pourquoi les enfants, toute la famille s'est enfuie. Abigail meurt à ce moment-là. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que donc elle est sous emprise, clairement, à ce moment-là, quand elle est en train de faire la scène du thé. Son mari vient, la bouscule, lui frappe le crâne, mais quand elle se réveille, elle est réveillée. Elle n'est plus sous emprise du tout. Donc là, elle a conscience de ce qui est en train de se passer. Son mari est en train de partir avec les enfants, elle est en train de souffrir, elle a mal à la cheville. Mais à ce moment-là, elle est déjà, c'est déjà trop tard pour elle, puisque eh ben, elle va voir les apparitions, puisqu'en effet elle va voir Poppy sous son aspect jeune et vieille, et elle va voir aussi Abigail qui est morte. Donc là en fait, bien qu'elle soit réveillée, c'est fini en fait, elle est sous l'emprise de la maison, les fantômes apparaissent, enfin elle est déjà presque de l'autre côté en fait, et puis elle finit par se suicider presque trop rapidement, puisque Poppy n'a presque rien à faire en fait. Et une fois de plus, dans beaucoup d'histoires et de témoignages, on va dire tragiques, celles qui sont vraiment arrivées au bout de la tragédie, que ce soit des meurtres ou des suicides, il y a des histoires qui disent, des personnes qui disent qu'elles étaient sous emprise. Oui, il y en a pas mal, L'épisode 10, donc l'épisode final, épisode qui selon moi a été un petit peu trop édulcoré. Et moi je l'ai notifié là ici comme l'épisode de tous les mythos, parce que clairement d'un point de vue paranormal c'est n'importe quoi. Mais je vais vous dire honnêtement, cette série au final elle est quand même, elle est pesante, elle est hyper dark. Elle a beau être magnifique et très intéressante d'un point de vue paranormal, elle est dark et elle pèse beaucoup. Enfin moi je sais qu'elle m'a fait beaucoup de mal en fait. Et finalement que cet épisode 10 il soit un petit peu édulcoré, un petit peu gnangnan presque, Nell avec ses histoires de confetti, on a envie de lui dire oui parle de confetti, parce que finalement ça fait du bien. On avait envie d'un happy end finalement dans toute cette noirceur. On a envie vraiment de 5 dernières minutes où les gens sont heureux et que ça se finisse bien, et ça fait du bien. Donc première chose, parce que là aussi c'est pareil, c'est assez confus, donc peu à peu les enfants et le père vont arriver dans la maison pour essayer de sauver Luke, qui est revenu dans la maison pour tenter de brûler la maison. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que chacun a une vision, donc on est pris dans cette vision là, on comprend que c'est une vision, que c'est Poppy qui les met dans cet état, et elle les enferme dans la Red Room. Et à chaque fois, eh bien c'est Nell qui va les sortir. Donc déjà tout ça non, d'un point de vue paranormal non, il n'y a rien à évoquer, il n'y a rien à corroborer, il n'y a pas de témoignage par rapport à ça, il n'y a pas de fantômes qui vous mettent dans des états seconds et qui vous kidnappent et qui vous enferment dans des pièces, non. Là clairement c'était dans le délire de réalisation, c'est une fois de plus c'est une métaphore, c'était pour que tous les enfants se retrouvent dans cet endroit, se retrouvent confrontés à ce que je pense qu'ils ont tous souhaité à un moment, c'est-à-dire la mort de Luke, parce qu'à un moment ils en pouvaient plus de Luke, c'est-à-dire qu'ils sont foutés qu'il meure ou qu'il meure pas, et là ils se retrouvent là face à Luke et ils se rendent compte qu'ils veulent pas qu'il meure. Donc tout ça c'est une image en fait, c'est une belle représentation, donc ils sont là en train de le sauver, et puis Nell apparaît, donc voilà, c'est une sorte de huis clos en fait, hyper intéressant. Nell qui va avoir un discours fou, mais beau, c'est-à-dire qu'à la fois, quand j'ai vu cette scène en fait, quand Nell parle de l'après, de la maison, de l'après, de la Red Room, voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant 10 minutes quand elle parle, j'étais en train de pleurer et en même temps de dire mais n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'était à peu près ça, c'est-à-dire que ça m'a touchée, j'ai trouvé ça beau, magnifique, à la fois nul et gnangnan et bidon. Mais sur certaines choses en tout cas elle touche juste. Dans sa vision en effet, ne serait-ce que quand elle parle justement du paranormal, des gens qui partent, voilà, elle dit mais on ne part pas, on est toujours là, on est comme des milliers de confettis, on est éparpillés partout, nous sommes des énergies, c'est à peu près ça, oui c'est ça. On a ensuite Hugues et Olivia qui vont se retrouver enfin après tout ce temps, puisque Olivia a été bloquée dans la maison, donc ça oui, d'accord, cette théorie paranormale elle est bonne, il n'y a pas de souci. Elle est morte de façon brutale, elle est complètement bloquée dans la baraque, il n'y a pas de souci. Par contre,
quand elle parle avec Hugues qui part dans un deal machin ouvre la porte et je reste avec toi à vie et qu'elle le fait mourir, non. Bah Hugues meurt et elle ouvre la porte, voilà, donc non, ça après par contre ça va trop loin, voilà, c'est le délire de réalisation clairement. Toujours dans le même délire, hein, puisqu'on part vraiment sur un truc tout est bien qui finit bien. On voit Monsieur Dudley très très vieux porter sa femme très très vieille sur le point de mourir, vraiment la poser dans le hall de la maison Hill House, tout en sachant qu'ils avaient demandé à ce que la maison ne soit pas détruite puisque les 2 enfants étaient bloqués là dans la maison, les 2 enfants morts. Et donc là, elle meurt en 1 seconde, hein, apparemment il l'a emmenée juste à temps, et on la voit retrouver ses enfants. Et là malheureusement je vais casser un mythe, donc même si la scène est très belle, on est tous touchés à ce moment là, bon c'est un petit peu trop, hein, mais on est tous touchés en disant ah elle retrouve ses enfants, c'est trop beau, pour toujours et tout. Voilà, je sais qu'il y a un truc qui se dit que après la mort, on retrouve nos proches, même que quand on est en train de mourir, nos proches viennent nous chercher, ils nous emmènent dans l'au-delà. Il y a une vision très jolie par rapport à ça qui du coup je pense nous rassure tous un peu. Mais dans les faits apparemment, en ayant eu des communications un peu spirites, bah, ce serait pas ça, ce serait bien plus complexe que ça, et c'est un petit peu plus effrayant d'ailleurs. Apparemment tous les fantômes ne peuvent pas se voir, surtout les fantômes qui sont bloqués à des endroits, hein. C'est-à-dire que là je parle pas d'au-delà, je parle vraiment de fantômes dans les maisons. Tous les fantômes ne peuvent pas se voir, toujours pour cette histoire de taux vibratoire. Et parfois ça peut être des membres de famille, donc il y a des membres de famille parfois qui se cherchent et qui n'arrivent pas à se voir. Donc mourir dans un endroit, ce qui équivaut à rester bloqué dans cet endroit, donc là c'est volontaire de la part de Madame Dudley, elle veut rester bloquée à Hill House pour retrouver ses enfants. Cette vision qu'a eu le réalisateur n'est pas vraie du tout, puisque là en l'occurrence, puisque c'est fantôme, il aurait été absolument possible qu'elle soit bloquée là, seule, à ne pas retrouver ses enfants. Et là on est plutôt sur une vision cauchemardesque, on est bien d'accord. Et toujours dans la même vision en effet, puisque Hugues meurt en 1 seconde pour rester avec Olivia éternellement. Il retrouve, voilà, il dit au revoir à son fils Steven après lui avoir montré toute la vérité. Et il se retrouve dans la Red Room avec Olivia et Nell qui se serrent pour s'aimer toute leur vie, rester ensemble toute leur vie. Bon, on est toujours sur la même vision des Dudley, c'est-à-dire que bah certes, d'accord, il meurt dans la maison, il reste bloqué dans la maison, possiblement, puisque c'est une maison qui garde vraiment les âmes. Donc ça, il y a des lieux vraiment comme ça. Par contre, qui se retrouvent, non, c'était pas forcé, et ils pourraient très bien cohabiter sans se voir et se croiser, et voilà, c'est ce qui est absolument terrible. Donc là, en effet, une fois de plus, la vision n'est pas bonne. Mais voilà, en l'occurrence, à part l'épisode 10 où clairement il a fait, je pense, il a grossi le trait parce que ça se voit que c'est pas un manque de connaissances, ça se voit que c'est plutôt, il a voulu changer le ton sur cet épisode clairement parce que ça n'a rien à voir avec le reste de la série. Justement, on le voit sur le reste de la série, il vise plutôt juste en fait et c'est hyper intéressant. Donc une fois de plus, j'applaudis Mike Flanagan, ne serait-ce que pour son travail de réalisation, mais pour son approche paranormale. C'est vraiment un travail exceptionnel. C'est l'un des rares films, ou en tout cas série, qui a une approche aussi juste du paranormal, c'est presque perturbant. Et juste bravo à lui, merci. Je sais pas ce que vous avez pensé de la série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous avez pensé aussi des phénomènes, n'hésitez pas à me donner vos théories. Moi en tout cas j'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à très vite.